bonjour à tout le monde. Merci pour la présentation. Merci à l'équipe de IRSST de m'avoir invité à venir vous rencontrer aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que c'est l'arthrose? Autrefois, on simplifiait cette maladie en disant que c'était une maladie du cartilage. On sait toutefois maintenant que ça demeure beaucoup plus complexe que ça. Donc, oui, la caractéristique clinique, c'est le cartilage articulaire. Donc, ce que vous pouvez voir là sur l'image de droite, c'est la partie qui est blanche et puis qui fait en sorte que lorsqu'un os dans une articulation bouge avec un autre os, bien ces surfaces-là font en sorte que ça glisse bien, que le mouvement soit fluide. Donc, ça, c'est une structure articulaire qui est très, très importante. Mais l'arthrose n'affecte pas juste cette structure-là. Et même dans l'étiologie, on se demande, bon, est-ce que ça pourrait venir d'autres choses? Est-ce que ça pourrait venir, entre autres, de l'os sous-chondral, donc l'os qui se situe juste en dessous du cartilage, parce qu'on voit qu'il y a des signes au niveau de cet os-là qui seraient associé à l'arthrose, donc un durcissement qu'on appelle la sclérose de l'os, la présence de kystes. Donc, ça rend l'os plus dur, de sorte que l'articulation absorbe un peu moins bien les forces. Donc, au lieu d'avoir quelque chose qui est un peu plus mou, on a quelque chose qui est très, très dur et ça pourrait être prédisposé éventuellement à cette pathologie. Je vais vous parler des facteurs de risque de façon un petit peu plus approfondie tout à l'heure, mais au fur et à mesure que la pathologie avance, bien, on se retrouve avec un genou comme dans l'image du centre. Le cartilage devient érodé, donc les os ne bougent plus de façon très, très fluide, ça fait comme un peu raboteux. Éventuellement, il y a de l'inflammation, mais de l'inflammation que l'on nomme secondaire qui va se développer. Cette inflammation-là, vous pouvez la voir comme une espèce comme de soupe inflammatoire dans laquelle toutes les structures baignent. Donc, à la longue, éventuellement, cette inflammation-là va atteindre les autres structures comme les ligaments, la capsule qui est une espèce de membrane qui garde toute l'articulation scellée sous vide. Cette inflammation-là, éventuellement aussi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va perturber un peu le travail des récepteurs qui sont dans l'articulation. Qu'est-ce qu'ils font, les récepteurs? C'est qu'ils informent. Ils nous informent sur la position de l'articulation, sur comment les muscles doivent travailler pour bouger. Donc, ça envoie des messages parfois un petit peu erronés. Il peut y avoir des décalages dans les synergies musculaires et ainsi de suite. Fait que quand il y a des décalages dans les synergies musculaires, bien, ce que ça peut faire, on peut être plus vulnérable à se blesser. On se blesse, les blessures peuvent être aussi un facteur prédisposant à l'arthrose. Donc, pour quelque chose qu'on considérait autrefois une maladie de vieux, une maladie de personnes âgées retraitées, de plus en plus les courants, c'est de ne pas voir cette maladie-là de cette façon-là. Et éventuellement, bien, à la toute fin du continuum de la maladie, bien, qu'est-ce qui se passe? Plusieurs personnes vont avoir une arthroplastie. C'est ce que vous voyez là dans la figure qui est complètement à votre droite, qui consiste à mettre une prothèse pour remplacer l'articulation qui est lésée. En ce qui concerne la prévalence, c'est fortement prévalent. On prévoit aussi que le nombre de personnes qui vont avoir l'arthrose va augmenter dans le futur. Et ça peut être associé au vieillissement de la population, parce que la maladie, elle est corrélée avec l'âge, mais aussi aux habitudes de vie. Et là, ici, dans habitudes de vie, on peut parler de deux pendants, soit la surcharge pondérale, donc la surcharge de poids, l'obésité, qui peut être associée à cette maladie, ou sa contrepartie, les personnes qui s'engagent de plus en plus dans des activités physiques rigoureuses et sur du long terme. Alors, ça, on pourra y revenir un petit peu plus loin. Encore là, ici, ce sont toujours des chiffres pour souligner l'importance de cette pathologie-là et de peut-être commencer à penser à qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui est prédisposant, puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour tenter de, je dirais peut-être pas de guérir. La seule façon de guérir, c'est l'arthroplastie, on enlève l'articulation, mais peut-on freiner l'évolution, du moins, chez certaines populations, chez certains individus? Ça, c'est les grandes questions là, que l'on se pose au sujet de cette pathologie en ce moment. Si on se ramène un petit peu dans le contexte de la santé au travail, bien, l'arthrose va être de plus en plus présente chez la population active, donc la population qui travaille, un peu vous tous qui êtes ici aujourd'hui. Bien, pour quelques raisons, comme je vous ai dit, la maladie, elle est plus prévalente à mesure qu'on vieillit, donc il y a un facteur âge. Il y a aussi, c'est que vieillissement
de la population active, donc la population des travailleurs, ce qui fait en sorte que de plus en plus de gens qui vont avoir de travailleurs qui ont l'arthrose. Il y a le recul de l'âge de la retraite qui fait en sorte qu'une partie des travailleurs qui vont rester à l'emploi de plus en plus longtemps. Une autre problématique qu'on commence à voir arriver aussi, c'est l'augmentation du nombre d'arthroplasties qui se fait chez des personnes de plus en plus jeunes. Donc, ce qu'on voyait peu, du moins ce que les physios voyaient peu autrefois, c'était la réadaptation post-arthroplastie chez des travailleurs, c'est surtout des personnes à la retraite. Fait qu'on sait très peu de choses sur c'est quoi qui se passe avec ces personnes-là lorsqu'elles retournent travailler. Les conséquences sociétales, encore une fois, bon, c'est très coûteux. C'est 15 du poids économique qui serait attribuable à l'absentéisme. Ce qui est intéressant, c'est que l'arthrose compte parmi les maladies chroniques les plus importantes en matière d'utilisation des services de santé. Et là, on pense aux maladies cardio-pulmonaires qui les devancent, mais l'arthrose arrive quand même pas très loin de ces pathologies-là. Donc, le constat, bien, c'est qu'il importe de connaître ce que je vous ai dit au début, les facteurs de risque, pour pouvoir essayer d'agir comme en amont. Donc, avant que la maladie soit trop sévère, que l'arthrose devienne douloureuse. Souvent, c'est la douleur qui amène les gens à nous consulter, nous du moins en physio, en ergo, en réadaptation. Donc, d'essayer actuellement, la littérature, elle porte beaucoup sur un paradigme curatif. Donc, est-ce qu'on peut, une fois que les gens ils sont malades, qu'ils ont leurs problèmes, qu'ils ont la douleur, qu'est-ce qu'on peut faire là, pour tenter là, de soulager leurs symptômes? Et en physio, on parle souvent aussi de traiter leurs déficiences, donc la faiblesse et autres déficiences sur lesquelles on travaille. Mais est-ce qu'on pourrait changer de paradigme et agir un petit peu plus en amont sur les facteurs de risque? Et c'est un peu ce qui nous a amené, nous, à faire cette recension des écrits pour essayer de voir, bien, quels sont les facteurs de risque sur lesquels on peut agir. On parle souvent de facteurs modifiables et de facteurs non modifiables. Bien, dans ceux qui sont modifiables, est-ce qu'il y en a? Quels sont ceux sur lesquels on a des évidences scientifiques pour démontrer que ces facteurs-là, ils sont très fortement associés à l'initiation de l'arthrose ou encore à sa progression? Et y a-t-il façon de pouvoir agir sur ceux-là? Et sur les non modifiables, bien ça, c'est un petit peu plus complexe. Alors, bien, l'objectif était de faire une synthèse des connaissances sur les facteurs de risque et les interventions. La revue systématique portait aussi sur les outils d'évaluation. Et le tout, c'était afin d'émettre des recommandations pour essayer de voir, bien, qu'est-ce qu'on peut faire. Comme je vous expliquais, la physiopathologie, on ne sait pas tout, mais on sait quand même certaines choses. Il y a différents modèles qui sont présents dans la littérature. Il y a ce modèle-là que j'aime bien, qui est de Felsen, quelqu'un qui a écrit beaucoup sur l'arthrose. Il y a les facteurs qu'on appelle de vulnérabilité. Donc, l'âge, le sexe, le fait d'être une femme, des prédispositions génétiques. Donc, si vous avez un, voire deux parents qui ont une arthroplastie, bien, il y a de fortes chances que vous aussi, peut-être que vous allez passer par là. On en sait de plus en plus sur les gènes responsables et ainsi de suite. Il y a des facteurs aussi de certaines ethnies où est-ce que la prévalence va être un petit peu plus élevée que d'autres ethnies. Lorsqu'on a un genou vulnérable, qui, en plus, présentent des facteurs que l'on nomme intrinsèques. Donc, ils vont faciliter la progression de l'arthrose. Puis ces facteurs-là, on les catégorise comme le désalignement. Donc, lorsqu'on parle de genoux en varus, un genou en varus, les personnes qui ont un peu les genoux en cow-boy, ou encore un genou en valgus, les personnes qui vont avoir les jambes en X. On voit ça souvent chez les ados, chez les filles, entre autres. Donc, les deux genoux se collent, mais les chevilles sont pas du tout alignées avec le genou, voire même la hanche. Il y a les déficits aussi, la faiblesse musculaire, des déficits proprioceptifs, les blessures antérieures et les lésions. Donc, ça ici peut favoriser la progression, voire même l'initiation, voire même la progression. Puis aussi les facteurs qu'on nomme de chargement. Donc, quand on a un genou vulnérable, puis qu'on a en plus un surpoids, l'obésité, il y a certains sport, puis vous allez voir que c'est pas clair encore tout ça, puis certains secteurs d'emploi, donc des travailleurs qui sont exposés à certaines positions, certaines activités, qui pourraient faire en sorte que le développement de l'arthrose là, pourrait survenir. Donc, c'est un peu le modèle physiopathologique actuel là, qu'on retrouve souvent dans la littérature. Donc, notre question, c'était de savoir dans la population quels sont les facteurs qui favorisent le développement
et la progression. Je fais une nuance ici parce que vous allez voir que par rapport à l'initiation de la maladie, on a quand même des preuves assez solides. Quant à sa progression, encore là, c'est pas tout à fait clair. Les preuves ne sont pas pour chacun des facteurs là, de poids égal, si je peux dire. Je vais passer assez rapidement sur la méthodologie. On a interrogé plusieurs bases de données, de même que la littérature grise. Je vous épargne ceci, c'était toute notre cartographie des mots-clés qu'on a utilisés pour faire notre recherche. On a favorisé quelque chose de très, très large parce qu'on souhaitait ne rien oublier. On a aussi fait une vérification là, des listes de référence des articles retenus. Les critères d'inclusion, donc pour nous, on voulait les études en anglais de langue anglaise-française, les études observationnelles, cohortes, cas témoins, transversales, les revues systématiques, les méta-analyses. On voulait inclure uniquement les études analytiques, donc sur lesquelles on avait des données, là, soit des rapports de cotes, des odds ratios, des risques relatifs et ainsi de suite. On a exclu les études descriptives et les études qui étaient dans des langues autres que l'anglais et le français. On a exclu les textes d'opinion et les éditoriaux, mais on les a mis comme un petit peu à part parce que souvent, cette littérature-là, elle nous informe sur les courants actuels. Puis c'est souvent des opinions d'experts sur le sujet, fait que on trouvait intéressant de les garder, de les consulter, parce que ça nous pistait un petit peu sur ce qui s'en vient, puis ça, c'est quoi qui est le plus d'actualité. Alors, les critères d'inclusion, il fallait que les populations aient un diagnostic confirmé d'arthrose radiographique. On a utilisé l'échelle de Kellgren-Lawrence, qui est le gold standard dans la littérature, qui se base sur la présence de stéophytes. C'est un système de gradation. Et aussi sur l'espace interarticulaire. Donc, on mesure l'étroitesse. Et aussi, on a considéré l'arthrose symptomatique, parce que c'est important, parce que souvent, pourquoi ils consultent les gens parce qu'ils ont mal? Et ça, ici, les critères de l'American College of Rheumatology qui sont assez bien décrits. Donc, il fallait que si on parlait d'arthrose symptomatique, que les études qui soient clairement explicites que ces critères-là aient été utilisés pour émettre le diagnostic. Ça, ici, c'est un peu ce qu'on appelle le diagramme de flux des études. On est parti de 4227 pour en retenir 192. Tout le processus a toujours été fait par 2 évaluateurs. Donc, le choix des titres, le choix des abrégés, lecture des abrégés, le choix des textes complets. Donc, il y avait toujours 2 évaluateurs impliqués à chacune des étapes. Consensus, si les 2 ne s'entendaient pas, l'intervention d'une 3e personne pour résoudre le consensus. On a évalué la qualité des textes retenus à l'aide de ces outils. Et on a inclus uniquement les études de bonne qualité. Puis pour faire la synthèse des preuves, on avait toute une série de critères qui sont présentés ici. Alors, quand vous allez voir dans les résultats, on avait des preuves solides lorsque les résultats convergent dans plusieurs études de cohorte de haute qualité. Et ensuite, c'était soit une étude de cohorte, 2 études transversales, fait que c'était un petit peu la façon dont on établit notre système de preuves. Et pour en arriver aux résultats, donc, on a regardé les facteurs en 3 catégories. Donc, les facteurs habitudes de vie et caractéristiques sociodémographiques. Je vais vous parler des facteurs pour lesquels on a eu les preuves les plus solides. Donc, ceux pour lesquels on a eu les preuves les plus solides, c'était le poids, l'obésité, l'activité physique et le travail. Pour les autres, comme l'âge et le sexe, souvent, il n'y a pas d'études qui ont regardé ces facteurs-là comme tels. Ces facteurs-là sont souvent plus considérés comme covariables dans des études multivariées. C'est un peu comme si ça va de soi que ces 2 facteurs-là prédisposent à l'arthrose. C'est ce qui explique qu'on n'a pas des preuves concluantes, bien que dans la physiopathologie, ces 2 facteurs-là sont vus comme étant importants. Ce qu'on a trouvé, le poids, l'obésité, c'est des rapports de cotes allant de 2,18 à 2,26. Je vais vous épargner un petit peu les chiffres, mais on a des preuves assez solides. On a des preuves assez solides que ce facteur-là peut conduire à l'initiation de l'arthrose. Par rapport à la progression, c'est pas si clair que ça. Donc, quand on regarde les études de cohorte, c'est assez divergent. On a démontré que l'arthrose diminue de 50 % avec une prise sur une période de 10 ans avec une diminution de 2 unités sur l'IMC, ce qui équivaut à peu près à 5,1 kg de perte de masse corporelle chez une femme de grandeur de taille moyenne.
Ce facteur-là est important parce que je pense que c'est un facteur qui peut être modifiable. Comment le modifier? C'est pas simple. Je suis clinicienne, je travaille avec des gens qui ont cette problématique-là, puis qu'on parle ici autant de gens qui sont éduqués, de gens aussi qui vivent dans des milieux défavorisés, changer ses habitudes de vie, c'est pas facile. Le deuxième, l'activité physique, celui-là aussi est important. Par contre, c'est pas clair. Quoi? Quel sport? C'est quoi l'exposition? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait son jogging 3 fois par semaine, qui court 30 km dans sa semaine? Est-ce que c'est ceux qui participent à des activités sportives intenses? On ne le sait pas parce qu'il y a une hétérogénéité dans la caractérisation de l'exposition, puis aussi dans l'exposition comme telle. Est-ce que, bon, c'est clair que c'est les exercices vigoureux qui ressortent. On parle de course, athlétisme, même on parle de ski de fond, mais chez les skieurs élites, donc ceux qui ont fait beaucoup de compétitions. Le ski de fond, pourtant, ce n'est pas un sport d'impact, mais il y a une étude de bonne qualité qui nous l'a démontré qu'une exposition à long terme pouvait conduire à l'initiation. La progression, encore là, c'est divergent. On ne sait pas qu'est-ce qui va faire que ça progresse ou pas. L'activité physique c'est encore une autre chose qui est importante, c'est sur laquelle on peut agir. Autant chez les personnes qui n'en font pas assez, ce qui est clair dans la littérature, c'est que de faire des exercices de façon modérée, léger à modéré, c'est bon. Donc, quoi faire? On ne le sait pas. Quoi faire exactement? C'est-tu l'aérobic? Quel type d'exercice? On ne le sait pas. Bien, moi, mon message, c'est il faut bouger. Il faut bouger, puis trouver quelque chose que vous aimez. C'est ce que je dis à mes patients, à laquelle vous allez adhérer, et puis faites-le. Mais je ne peux pas en dire plus sur la base de ces études-là. Mais c'est quand même un facteur sur lequel on peut agir. Et le troisième, c'est les facteurs occupationnels. Donc, les travailleurs qui travaillent dans des positions, des activités de surcharge du genou. On parle aussi des positions accroupies à genoux, tous ceux qui travaillent dans les couvreurs de sol, les couvertures de toit et ainsi de suite. Manutention de charges lourdes. Et quand on a regardé la littérature, à savoir est-ce qu'il y a des interventions qui existent pour faire quelque chose chez ces personnes-là, on n'a rien trouvé On a trouvé des études, mais rien avec des preuves qui étaient très, très, très solides. Et en ce qui concerne les facteurs biologiques, le seul sur lequel on a trouvé, c'est qu'il y a des preuves solides que les individus avec une densité minérale osseuse élevée avaient une prédisposition à l'arthrose. Mais pourquoi? C'est parce que c'est souvent les individus qui vont être soit très actifs ou trop en surpoids, parce que le surpoids va augmenter la densité minérale osseuse. Fait que c'est ce qui explique là, ce lien. Les autres, je ne vais pas en parler parce qu'on n'a pas de preuves très, très solides. Et le troisième, c'est les facteurs de l'environnement articulaire. Ce qui est clair, c'est les blessures, l'alignement. On a des preuves solides comme quoi ce sont des facteurs prédisposants. Toutefois, encore là, quoi faire pour ça, c'est pas évident. Donc, consulter un professionnel en réadaptation. On n'a pas trouvé encore d'intervention qui pouvait... on a des choses qui aident des patients de façon, dans notre clinique là, quotidienne, mais à la grandeur de la population, il reste encore beaucoup de choses à faire. En terminant, ce que je vous dirais, bon, les interventions, on a fait la même démarche, la même revue systématique, et ce qui ressort comme intervention non pharmacologique la plus solide, ce sont les exercices qui ressortent. Mais quoi exactement on doit faire, on ne le sait pas encore. Et dans les interventions, les autres interventions, on a des preuves, mais leur poids reste à être démontré. Et sinon, les mesures de résultat, c'est tout le temps la douleur et la fonction. Les anti-inflammatoires ont un effet sur la douleur, mais encore là, il y a une hétérogénéité dans la dose, dans le type d'anti-inflammatoire, mais ça ne devrait pas être la première option. Et finalement, les interventions chirurgicales, bon, l'arthroplastie demeure quand même la méthode la plus employée en chirurgie pour traiter cette clientèle-là. Quant aux autres, les débridements articulaires et ainsi de suite, on n'a pas de preuves solides encore. Donc, il faut être vigilant lorsqu'on consulte en orthopédie par rapport aux interventions qui sont proposées pour guérir l'arthrose. Donc, moi, c'est ce que j'aurais à vous présenter.